À l'idée de violence sont donc attachés un jugement moral et une réalité politique. Le jugement moral, c'est une réprobation, qu'elle soit contre les femmes ou contre les enfants, qu'elle soit coloniale ou révolutionnaire, qu'elle implique les forces de l'ordre ou des surveillants de prison. La violence fait l'objet d'une condamnation assez générale, d'où le déni qui peut concerner la société tout entière ou des groupes particuliers. La réalité politique, elle, est en revanche ambiguë. D'un côté, le pouvoir prétend prévenir la violence, la combattre par la police, par la justice, et de l'autre, il s'en détourne, en protège les auteurs lorsqu'ils sont puissants, mais les accable quand ils appartiennent aux classes populaires, aux minorités racisées, aux populations étrangères, ce que nous avons déjà vu. Cette double dimension, morale et politique, entre donc dans une certaine forme de contradiction. Au-delà de ces incohérences et de ces inconséquences, il existe ce qu'on peut appeler des éthiques du refus de la violence qui s'inscrivent dans des traditions religieuses et philosophiques diverses. Du côté de la religion, on peut citer par exemple le sermon sur la montagne dans l'évangile de Matthieu, qui en est l'expression canonique pour les chrétiens. Je cite, « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent, et moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui l'autre joue. Vous avez appris ce qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Et moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » On retrouve là l'éthos des premiers martyrs. Du côté de la philosophie, la formule d'Éric Weil est bien connue. Dans son livre de 1967, le philosophe veut que la violence disparaisse du monde, il reconnaît le besoin, il admet le désir, il convient que l'homme reste animal tout en étant raisonnable. Ce qui importe, c'est d'éliminer la violence. Tel est selon lui ce qu'il appelle le secret de la philosophie. Refus de la violence donc. Mais que signifie refuser la violence? Est-ce refuser de la commettre? Refuser d'y contribuer? Refuser de s'y soumettre? Refuser de la voir? Refuser de l'exhiber? Refuser d'en parler? Car ce sont là autant de manières de s'opposer à la violence qui ont cependant des significations morales et politiques bien différentes. Et est-ce la même chose de refuser la violence lorsqu'on dispose du pouvoir et de l'autorité et lorsqu'on se trouve assujetti et dominé? Autrement dit, une réponse violente à l'oppression peut-elle être légitime et dans ce cas, sous quelle forme? La question se pose aussi bien pour des mouvements de résistance que dans des situations individuelles de mauvais traitement. La question du refus de la violence est donc à la fois polysémique, en raison des diverses façons d'en comprendre le sens, et complexe, pouvant aller jusqu'au refus de la non-violence. Bien que divers épisodes historiques de l'Antiquité soient parfois invoqués comme des précédents de la non-violence, on retient volontiers le poème de Percy Bysshe Shelley, « The Mask of Anarchy », le masque de l'anarchie, rédigé en 1819, mais seulement publié en 1832, après la mort de l'auteur, comme en étant le premier manifeste moderne. Il a été écrit en réaction à la répression sanglante par l'armée anglaise à Manchester d'une protestation pacifique de plus de 60 000 personnes paupérisées par une grave crise économique et demandeuses d'une meilleure représentation parlementaire de leur région. Les 18 morts et les centaines de blessés font de ce qui est connu en Angleterre comme le massacre de Peterloo un tournant de l'histoire sociale britannique. Dans ses vers, le poète romantique exalte la foule courageuse, je cite, « calme et résolue comme une forêt dense et muette, se tenant les bras croisés et le regard déterminé face aux forces de l'ordre pendant qu'elles tuent jusqu'à ce que leur rage s'éteigne. » Son exhortation finale a été depuis lors reprise dans de nombreuses manifestations, de la place Tiananmen à Pékin en 1989 à la place Tahrir au Caire en 2011. Levez-vous comme des lions après le repos, en nombre invincible, secouez vos chaînes comme la rosée, tombez sur vous pendant votre sommeil. Vous êtes nombreux, ils sont peu.
Cette dernière phrase, « Ye are many, they are few », est devenue un leitmotiv des luttes contre les pouvoirs. Le poème a été une source d'inspiration de la figure pionnière de la non-violence aux États-Unis, Henry David Thoreau, dont le nom est associé à l'idée de désobéissance civile, bien que lui-même n'ait jamais utilisé cette expression qui a donné le titre de la réédition posthume de son fameux opus Resistance to Civil Government, Résistance au gouvernement civil, publié en 1849. Dans ce texte, il explique les raisons de son refus de payer l'impôt fédéral, ce qui lui a valu d'être emprisonné au demeurant très brièvement, une parente ayant, contre sa volonté, réglé ses dettes. Le gouvernement le meilleur est celui qui gouverne le moins, commence-t-il, d'où il s'ensuit que le gouvernement le meilleur est celui qui ne gouverne pas du tout. Ce qu'il corrige un peu plus loin en ajoutant « Je ne demande pas qu'il n'y ait d'emblée pas de gouvernement, mais qu'il y ait d'emblée un meilleur gouvernement. » Car ces récriminations portent avant tout sur l'injustice et l'oppression que promeut le gouvernement états-unien. Il écrit « Lorsqu'un sixième de la population d'une nation qui se prétend le havre de la liberté se compose d'esclaves, et qu'un pays entier est injustement envahi, conquis par une armée étrangère et soumis à la loi martiale, je pense qu'il n'est pas trop tôt pour les honnêtes gens de se soulever et de se révolter. » L'état de servitude dans lequel sont maintenues les populations noires et la guerre qui vise à annexer les territoires mexicains sont pour Thoreau les deux éléments qui discréditent le gouvernement états-unien. En somme, il condamne deux formes de violence, celle structurelle de l'esclavage et celle coloniale de la conquête. Face à ces violences d'État, il s'agit pour lui de créer un rapport de force. Il écrit « Sous un gouvernement qui emprisonne quiconque injustement, la véritable place d'un homme juste est aussi en prison. C'est là que l'esclave fugitif et le prisonnier mexicain en liberté surveillée et l'Indien venu pour invoquer les torts causés à sa race devraient les trouver sur ce terrain, à part, mais libres et honorable. Car, poursuit-il, si l'alternative est soit de garder tous les justes en prison, soit d'abandonner la guerre et l'esclavage, l'État devra alors choisir sans hésitation. Mais la mesure à laquelle il attache le plus d'importance spécifiquement, c'est le refus de l'impôt. Car si un millier de citoyens s'accordaient sur une telle stratégie, consistant à ne pas payer ses taxes, écrit-il, ce ne serait pas un acte violent et sanglant comme le serait de les payer et ainsi de permettre à l'État de commettre des violences et de répandre un sang innocent. Et de conclure que telle est en fait, je le cite, la définition d'une révolution pacifique pour autant qu'une telle chose soit possible. Ainsi, la désobéissance civile débouche-t-elle sur une résistance non violente. Ce texte a exercé une profonde et durable influence sur les promoteurs ultérieurs de la non-violence, en particulier Léon Tolstoï, et surtout le Mahatma Gandhi et Martin Luther King Jr. En 1907, alors qu'il était en Afrique du Sud, Gandhi traduisit pour son lectorat indien divers passages de l'opuscule de Thoreau dans son journal Indian Opinion. Un an plus tôt, une loi avait été votée dans le Transvaal britannique pour contrôler l'entrée et la présence des personnes asiatiques. Le Black Act, comme il était appelé, les obligeait à s'enregistrer auprès de l'administration et à garder toujours avec eux ce document, faute de quoi ils s'exposaient à des amendes, voire à des peines d'emprisonnement. À l'appel de Gandhi et du leader Leung Kwin, des milliers d'Indiens et de Chinois refusèrent de se présenter devant les autorités. C'était le début du mouvement de contestation connu sous le nom de Satyagraha, signifiant l'attachement à la vérité ou la force de la vérité, qui dura 8 ans, donna lieu à une destruction par le feu de 2000 certificats et se termina par un compromis reconnaissant certains droits aux personnes asiatiques. Au-delà de ce succès mitigé, cette lutte pacifique devint un modèle concret de la résistance non violente. Là où Thoreau avait mené seul son combat, et du reste plus par le verbe que par l'action, Gandhi, lui, mobilisait un collectif dont les membres étaient prêts à affronter la brutalité de l'État et la dureté des peines au nom de valeurs supérieures associant satya, la vérité, correspondant à la réalisation de soi,
et Ahimsa, la non-violence, et plus largement l'amour des autres, auquel s'ajoute de plus Tapasya, le consentement à la souffrance. Il s'agissait notamment de ne pas manifester de colère, de ne pas vouloir se venger des attaques subies, de ne pas insulter ou agresser son ennemi, et même de le défendre contre les insultes et les agressions, de se soumettre volontairement aux arrestations et aux spoliations, enfin en cas d'incarcération, d'obéir aux règles de la prison et de ne pas solliciter de traitement particulier. À la différence de ce qu'on appelle la résistance passive pratiquée dans le monde occidental, qui est généralement considérée comme une arme des faibles, car celles et ceux qui y ont recours se savent en position objective d'infériorité, qui peut user de la violence même dans certains cas, dans certaines situations, et qui vise à conquérir un certain pouvoir, le satyagraha est conçu comme, selon Gandhi, une arme d'effort qui exclut tout recours à la violence et cherche à accéder à la vérité. Renverser l'oppresseur, selon lui, n'est qu'une demi-victoire. Le convaincre de se transformer est une victoire pleine et entière. La traduction la plus connue de cette non-violence est la marche du sel de 1930, en Inde cette fois, contre le monopole que le colonisateur britannique s'est octroyé sur la récolte et la vente du sel. Au terme d'un long périple commencé avec 78 compagnons auxquels se joignent progressivement des dizaines de milliers de marcheurs, Gandhi prélève de l'eau de mer en un geste symbolique de refus qu'adoptent à leur tour nombre d'Indiens dans tout le pays. À la répression féroce de l'armée britannique qui brutalise les manifestants et commet des massacres, les foules réagissent de manière non violente, sans se défendre contre les coups et les tirs des soldats. Le spectacle de cette répression sanglante, vu dans le monde entier, va contribuer au discrédit international de l'Empire britannique et à la légitimation de la résistance populaire indienne. Incarcéré comme des dizaines de milliers de sujets indiens, Gandhi est libéré finalement au bout de 9 mois et engage des pourparlers avec le vice-roi des Indes. Les prisonniers politiques sont relâchés, les poursuites judiciaires abandonnées, les biens confisqués restitués et la collecte de sel autorisée au bord de la mer. En 1963, Martin Luther King Jr. écrivit sa fameuse lettre de la prison de Birmingham, dans laquelle il expliquait et justifiait la protestation menée dans cette ville, ce qui avait conduit à son incarcération. Et s'il n'y mentionnait pas Thoreau, il avait auparavant confié combien la lecture de son opuscule sur la désobéissance civile l'avait marqué lorsqu'il l'avait découvert à l'université. Ayant dirigé le boycott des bus de Montgomery, qui avait déclenché 8 ans plus tôt l'arrestation de Rosa Parks pour s'être assise dans les transports en commun à une place réservée aux Blancs, il décida d'organiser une campagne contre la ségrégation raciale à Birmingham, dans l'Alabama, qui était une des villes considérées comme les plus ségrégées du pays, et ce contre la décision de justice qui lui interdisait de participer désormais à des manifestations. Des réunions publiques se tinrent, un boycott des commerces fut entrepris, des sit-ins dans des espaces interdits aux personnes noires eurent lieu, une grande marche fut entreprise pour exiger l'enregistrement sur les listes électorales. Toutes ces actions étaient résolument non violentes. Il y eut des centaines d'interpellations, dont celle de Martin Luther King Jr., qui fut placé à l'isolement. C'était là une différence majeure avec l'engagement de Thoreau, qui, de fait, ne risquait guère de châtiment pour ses écrits. Homme blanc d'une bonne famille locale, il n'eut à connaître qu'une nuit dans une prison, ce qui renforça d'ailleurs son engagement. À l'inverse, les risques étaient grands pour le pasteur noir, déjà emprisonné à 12 reprises, enfermé dans des conditions cette fois éprouvantes, pour purger une peine potentiellement très longue, conscient qu'il était exposé à des brutalités de la part de ses geôliers, sachant même qu'il pouvait ne pas sortir vivant de la prison. C'est pourtant là qu'il rédigea son plaidoyer le plus célèbre en faveur de la lutte non violente, dont il rappela les principes à l'encontre de ceux qui cherchaient, au contraire, à le délégitimer et à délégitimer les protestations qu'il menait, notamment au sein de son Église. Une telle campagne suppose 4 phases, justifia-t-il. D'abord, réunir les preuves de l'existence de l'injustice, telle en l'occurrence la présence d'inscriptions racistes humiliantes sur les devantures des magasins. Ensuite,
négocier des améliorations de la situation, ce qui a été vainement tenté avec les autorités locales. Et puis, développer un programme dit de purification basé sur l'apprentissage des pratiques de la non-violence, consistant notamment à accepter d'être frappé sans répondre. Enfin, passer à l'action pour provoquer une crise censée déboucher sur l'ouverture de discussions concernant les réformes à conduire. Ce combat n'était donc ni contre l'État ni contre la Constitution, comme c'était le cas pour Thoreau. Au contraire, il en appelait au premier, l'État, et s'appuyait sur la seconde, la Constitution, pour en finir avec la ségrégation. Les peuples opprimés ne peuvent demeurer opprimés pour toujours, écrivait-il, et il se réclamait à la fois de ce qu'il y a de meilleur, je le cite, de ce qu'il y a de meilleur dans le rêve américain et des valeurs les plus sacrées de l'héritage judéo-chrétien. La brutalité de la répression policière suscita, là encore, une réelle indignation dans le pays et au-delà, obligeant le gouvernement fédéral à intervenir pour favoriser la tenue de négociations. Quelques avancées furent obtenues en matière de ségrégation raciale. Cependant, les segments radicaux de la communauté blanche menèrent une série d'attentats, le Ku Klux Klan dynamitant un dimanche matin une église baptiste dont la destruction tua 4 fillettes. Malgré l'identification des 4 auteurs de cet acte terroriste grâce à une enquête du FBI, il n'y eut pas de poursuite judiciaire à leur encontre. Cependant, les événements de Birmingham, conclus par cet épisode tragique, dont le 50e anniversaire a été commémoré par l'ancien président des États-Unis, sont souvent considérés comme le moment décisif du mouvement des droits civiques et ont précipité le vote l'année suivante du Civil Rights Act, la loi sur les droits civils, qui met fin officiellement à toute ségrégation et discrimination reposant sur la race, la couleur, la religion, le genre ou la nationalité. Ainsi, du Mahatma Gandhi à Martin Luther King Jr. et bien d'autres, la lutte non violente a permis, sinon d'obtenir immédiatement des progrès substantiels, du moins de donner une visibilité et un crédit aux causes justes défendues, l'oppression coloniale en Inde, la ségrégation raciale aux États-Unis, avec à terme, au moins dans certains cas, des changements politiques importants, aussi bien dans la reconnaissance des préjudices subis par les populations dominées que dans l'acquisition de droits. La désobéissance civile pouvait donc s'avérer efficace, avec un prix élevé cependant en termes de brutalité, de poursuites judiciaires, de peines d'emprisonnement et même de mort. Pour Thoreau, le principe de contrevenir la loi reposait sur la conscience que chacun pouvait avoir des injustices induites par le gouvernement. Il consistait à déployer donc des actions illégales, mais légitimes et non violentes, face à des politiques légales, mais illégitimes et violentes. Un dilemme se posait cependant sur l'attitude à avoir à l'égard d'actions violentes, mais légitimes, puisque destinées à contrer la violence d'État. Fallait-il les condamner parce qu'elles étaient violentes ou les soutenir parce qu'elles étaient légitimes? Le cas s'est posé de manière concrète en 1859 avec le raid contre l'arsenal Harper's Ferry en Virginie. L'instigateur et le meneur de cette opération était John Brown, un évangéliste blanc convaincu d'avoir l'obligation sacrée de porter un coup fatal à la pratique de l'esclavage, mais qui ne se satisfaisait pas des positions pacifistes du mouvement abolitionniste états-unien. Avec ses fils et quelques fidèles, il s'était fait connaître dans la période troublée qui avait été marquée au Kansas dans les années 1850 par des attaques sanglantes de partisans de l'esclavage contre des colons opposés à cette pratique, auxquelles il répondait lui-même par des actions de représailles, l'une d'elles ayant entraîné la mort de 5 esclavagistes qui avaient perpétré le saccage auparavant d'un village abolitionniste. Mais son grand plan était de longue date de recruter et d'armer des esclaves noirs pour organiser une révolte qui pourrait s'étendre à tout le pays. Dans ce but, il mena avec une vingtaine de compagnons un raid contre un arsenal, son projet étant de s'emparer de l'armurerie, si possible sans faire de victimes, puis de se réfugier dans les Appalaches, d'où il préparerait, avec des esclaves libérés, une opération de plus grande envergure. L'intervention de l'armée fédérale mit fin au raid, tuant la plupart des insurgés, faisant prisonnier John Brown, qui fut jugé pour trahison et exécuté par pendaison. Plusieurs propositions
de le faire évader lui avait été faite, notamment d'un jeune ami qui était allé jusqu'à se faire incarcérer pour l'aider à s'enfuir, mais il avait tout refusé, disant préférer mourir en martyr pour sa cause. Quant à l'intervention de Victor Hugo, demandant sa grâce dans une lettre adressée aux autorités, elle était demeurée sans effet. C'est que le public et la presse dans les États du Sud étaient très majoritairement hostiles à John Brown. Même dans les cercles abolitionnistes, ses actions furent presque unanimement condamnées. Une voix, cependant, fait exception dans ce concert de réprobation, celle de Thoreau. 2 semaines après le raid, il prend la parole lors d'une réunion publique dans sa ville pour critiquer la manière dont la personnalité et la résistance du rebelle sont caricaturées et dénigrées dans les journaux et parmi ses concitoyens. Il écrit « Faire preuve de justice ne nous coûte rien, au moins pouvons-nous exprimer notre sympathie et notre admiration envers lui et ses compagnons. » Et il va plus loin en disant de John Brown « Il avait pour doctrine singulière qu'un homme a parfaitement le droit d'intervenir par la force contre l'esclavagiste afin de libérer l'esclave. Je suis de son avis. » Et s'exprimant au nom des 4 millions de femmes et d'hommes réduits à la servitude, il ajoute « Je parle au nom des esclaves lorsque je dis que je préfère la philanthropie du capitaine Brown à celle qui ne me libère pas. » Son plaidoyer n'était cependant pas pour qu'il ait la vie sauve, mais pour que sa mémoire fût honorée, car au regard de l'histoire, il est, dit-il, un ange de lumière. Remarquable déclaration de la part d'un apôtre de la non-violence, rendant hommage à celui qui a utilisé des moyens violents pour des fins justes. C'est que Thoreau adopte la position que le spécialiste d'études littéraires Avraham Alpert désigne comme celle du spectateur révolutionnaire non-violent, qui consiste à chercher, je le cite, à réduire la violence de la vie non seulement en refusant de commettre des actes violents, mais également en formant une communauté de spectateurs non-violents qui témoignent de l'usage de la violence pour en terminer avec l'oppression et l'exploitation. D'un côté donc, rejetant la différenciation entre les moyens et les fins, ces résistants considèrent que puisque l'objectif ultime est d'en finir avec la violence, il ne faut en aucun cas en faire usage pour y parvenir, mais de l'autre, conscient toutefois que dans certaines situations extrêmes, la lutte contre la violence implique d'y recourir, il manifeste à l'égard de celles et ceux qui agissent de la sorte une réelle sympathie. En somme, eux ne commettent pas de violence et s'y opposent même par principe, mais lorsque d'autres sont amenés pour des raisons supérieures à en perpétrer, ils s'en font les témoins solidaires. Ils ne la justifient pas, ils l'exposent en exprimant leur soutien à la cause défendue. Ce faisant, ils ne se conduisent pas passivement, ils engagent leur réputation et leur bien-être en prenant parti. La sympathie pour celles et ceux qui usent de la violence pour détruire une structure sociale violente est ainsi une résistance active. Déjà, Emmanuel Kant avait analysé la Révolution française, malgré les violences auxquelles elle avait donné lieu et qu'il rejetait par principe lui aussi, comme la preuve, disait-il, d'un engagement désintéressé de l'humanité pour des valeurs morales contre un régime corrompu. Mais Thoreau, lui, va plus loin. Il écrit « Je ne souhaite ni tuer ni être tué, mais je peux imaginer des circonstances dans lesquelles ces deux choses seraient inévitables pour moi. » On pourrait s'en étonner, mais il faut être attentif à l'usage du mot « inévitable ». Car comme le souligne le philosophe John Matzke, 4 critères doivent être réunis pour autoriser un non-violent à accepter le recours à la violence, notamment selon Thoreau. La gravité de la cause défendue, l'imminence d'un danger pour les opprimés, la proportionnalité de l'action menée et surtout, donc, son caractère inévitable, toutes les autres options s'avérant inefficaces. Il y avait à l'époque du raid de Harper's Ferry un autre intellectuel qui avait pris parti pour John Brown. C'est l'abolitionniste noir Frederick Douglass, ancien esclave fugitif, orateur et activiste célébré. Promoteur lui aussi de la non-violence, il considérait cependant que tous les êtres humains ont des droits fondamentaux à la vie et à la liberté,
la privation de la seconde, la liberté, et le risque de privation de la première, la vie, justifiant alors le recours à la violence. Par leur brutalisation des femmes et des hommes qu'ils réduisent à un état de servitude et donc privent de leurs droits fondamentaux, les propriétaires d'esclaves perdent les leurs de droits fondamentaux, ce qui justifie alors la violence à leur encontre. À l'inverse, la défense de leurs droits redonne aux esclaves leur dignité. Dans cette logique, seuls ces derniers sont légitimes à faire usage de la force pour se libérer. Cependant, lorsqu'ils ne sont pas en mesure de le faire, poursuit Frederick Douglass, des hommes libres peuvent agir à leur place, et c'est ce qui lui permet de prendre la défense de John Brown. Pour les champions de la non-violence, il existe donc des possibilités de fonder éthiquement et politiquement une justification de la violence dans des conditions particulières où l'oppression subie ne reconnaît pas à des femmes et des hommes leur commune humanité et leurs droits fondamentaux. La colonisation est l'une des circonstances dans lesquelles est à l'œuvre le déni d'humanité et de droit. C'est ce qui conduit le psychiatre martiniquais, Frantz Fanon, à défendre l'idée que la violence est indispensable au processus de décolonisation. Comme il l'écrit dans Les damnés de la Terre en 1961, alors qu'il lutte contre une leucémie dont il mourra quelques mois plus tard, de leur confrontation, écrit-il, inaugurale à leur coexistence ultérieure, la rencontre entre le colon et le colonisé s'est toujours déroulée sous le signe de la violence. À la différence, explique-t-il, des sociétés capitalistes où les professeurs de morale, comme il les appelle, religieux ou laïcs, inculquent aux dominés le respect de l'ordre établi, les sociétés coloniales, elles, ont, je le cite, le gendarme et le soldat comme intermédiaire entre le colon et le colonisé, auquel il conseille à coups de crosse et de napalm de ne pas bouger. Ce langage de pure violence s'impose, poursuit-il, dans les maisons et dans les cerveaux du colonisé, car il ne produit pas seulement une violence physique, il produit aussi une violence morale. Il disqualifie le colonisé en l'affirmant, suivent des citations, imperméable à l'éthique, dépositaire de forces maléfiques, l'ennemi des valeurs, une sorte de quintessence du mal. Et plus encore, continue-t-il, il le déshumanise et même, à proprement parler, l'animalise en utilisant un langage zoologique. Un monde sûr de lui, écrasant de ses pierres les échines écorchées par le fouet, tel est le monde colonial, décrit dans le style inspiré et suggestif de Frantz Fanon. Le colonisé n'est toutefois pas dupe, souligne-t-il, de cette violence physique et morale, et dans le même temps qu'il découvre son humanité, il commence à fourbir ses armes pour la faire triompher, comme il l'écrit. Dans ce climat d'extrême tension qui se développe alors, les autorités coloniales vont tenter de réprimer les premiers signes de révolte. Il écrit « Un incident banal et le mitraillage commence. C'est Sétif, en Algérie. Ce sont les carrières centrales au Maroc. C'est Moramanga, à Madagascar. » Cette brutalité n'a pourtant pas l'effet escompté. Il écrit « Aux colonies, les hécatombes à partir d'un certain stade de développement embryonnaire de la conscience renforcent cette conscience car elles indiquent qu'entre oppresseurs et opprimés, tout se résout par la force. » Ainsi se mettent en place les conditions propices à la lutte violente pour la décolonisation. Il écrit « La mobilisation des masses, quand elle se réalise à l'occasion de la guerre de libération, introduit dans chaque conscience la notion de cause commune, de destin national, d'histoire collective. » Mais au-delà de cette dimension politique, la violence agit aussi psychologiquement sur chaque individu qui se révolte. Il écrit « Elle débarrasse le colonisé de son complexe d'infériorité, de ses attitudes contemplatives ou désespérées. Elle le rend intrépide, le réhabilite à ses propres yeux. » La violence de la décolonisation est donc, selon lui, doublement libératrice. Elle est à la fois au sens où elle aboutit à l'indépendance de l'ancien colonisé et au sens où elle lui apporte une énergie émotionnelle pour sa propre réalisation. Elle est instrumentale en même temps qu'elle est expressive.
Plutôt cependant qu'un plaidoyer pour la violence, le texte de Frantz Fanon se présente comme une description lyrique et une explication subjective des faits qui conduisent à la décolonisation. De la violence, il révèle le caractère inéluctable, nécessaire et finalement justifié. Pour son auteur, les choses étant ce qu'elles étaient, il n'y avait pas d'alternative. La préface fameuse écrite par Jean-Paul Sartre à la première édition a contribué au succès du livre de Frantz Fanon et en même temps, elle en a modifié la lecture. Comme l'observe Alice Cherki, qui est l'autrice de la préface de la réédition en 2022, le philosophe français, dit-elle, détourne les préoccupations et le ton de Fanon. D'une part, il interpelle les Européens alors que l'ouvrage s'adresse en réalité aux colons et aux colonisés. Et d'autre part et surtout, il en radicalise le propos avec des formules telles que celle, bien connue, de Jean-Paul Sartre donc, « Abattre un Européen, c'est faire d'une pierre deux coups, supprimer en même temps un oppresseur et un opprimé, reste un homme mort et un homme libre. » On n'est plus dans une logique de la violence, écrit Alice Cherki, mais dans une logique de meurtre. On n'est plus dans l'analyse de la violence comme inévitable, mais dans son enthousiaste justification. Cette préface de Sartre participe ainsi de l'incompréhension involontaire ou volontaire des damnés de la Terre, dont le titre évoque, on le sait, le chant révolutionnaire L'Internationale, composé pendant la Commune de Paris. Dans sa biographie de Frantz Fanon, biographie récente, le journaliste Adam Schatz rappelle que, je le cite, « certains lecteurs occidentaux n'ont pas caché leur horreur face à la défense de la violence par Fanon en l'accusant de faire l'apologie du terrorisme. » Mais pour lui, une telle caricature, souvent malveillante, trahit en réalité le texte. Je le cite encore, « La violence décolonisée était une contre-violence qui n'était adoptée qu'après que d'autres formes d'opposition plus pacifiques se furent révélées impuissantes. Aussi brutale qu'elle ait pu parfois se montrer, elle n'a cependant jamais égalé la violence des armées coloniales avec leurs bombes, leurs centres de torture et leurs camps de regroupement. » Une différence de nature et de sens que comprennent, ajoute-t-il, celles et ceux qui ont une expérience intime de l'oppression et de la cruauté. Et il cite à cet égard Jean Améry, né Hans Mayer, qui a changé de nom et de nationalité après la Seconde Guerre mondiale, au cours de laquelle, participant à la résistance en Belgique, il a été arrêté, torturé par la Gestapo et emprisonné à Auschwitz. Le philosophe autrichien déclare dans un texte d'hommage à Frantz Fanon que sa propre situation en tant que détenu juif dans un camp de concentration est comparable, dit-il, à la situation du colonisé. Mais pour lui, une différence majeure existe entre les deux, car alors que le colonisé algérien a courageusement conquis son indépendance, lui-même et les autres survivants n'ont dû leur salut qu'à l'intervention des soldats anglais, américains et russes qui se sont battus pour l'obtenir. La frustration qu'il en ressent le conduit à affirmer que dans un tel contexte, qu'il soit colonial ou concentrationnaire, je le cite, « la liberté et la dignité doivent être acquises par la violence pour être liberté et dignité. » Si tel cas, c'est parce que la violence répressive, ajoute-t-il, est la négation de l'égalité et ainsi de l'homme, tandis que la violence révolutionnaire est hautement humaine. Allant même plus loin que Frantz Fanon ne s'était aventuré, il défend ce qu'il appelle le tabou de la vengeance, justifiant cette dernière de la manière suivante. L'oppresseur, ayant subi la violence que lui inflige l'opprimé, devient son frère, partageant son humanité. Tu ne connaissais pas la sensation de l'acier froid du canon d'un fusil contre ta peau chaude. Eh bien maintenant tu la connais. La violence révolutionnaire rétablit donc l'égalité entre le colon et le colonisé. Elle est, écrit-il, non seulement l'accoucheuse de l'histoire, mais aussi l'accoucheuse de l'être humain qui se découvre et se fascine à travers l'histoire. Sioniste convaincu, Jean Améry était un ardent défenseur de l'État d'Israël, dont il devint pourtant un critique virulent lorsqu'il constata les dérives coloniales dans lesquelles il s'engageait, déclarant dans un texte de 1977 que la diaspora juive, je le cite, que la diaspora juive
devait mettre des limites à la solidarité avec un État dont le Premier ministre, fondateur du Likoud, considérait la Cisjordanie occupée comme libérée. Alors que 3 décennies plus tard, le successeur de ce dernier, du fondateur du Likoud, rejetant les accords d'Oslo, mettait en œuvre une politique de colonisation de la Palestine, de la mer au Jourdain, en soumettant les populations colonisées à une forme extrême d'assujettissement, Jean Améry aurait-il, avec la même vigueur, défendu la résistance de l'opprimé contre l'oppresseur? Aurait-il pu s'identifier aux colonisés palestiniens comme il s'était identifié aux colonisés algériens? Aurait-il vu dans ces révoltes violentes et parfois vengeresses la double affirmation, comme il le disait, d'une liberté et d'une dignité? Poser ces questions permet de souligner le considérable déplacement moral et politique qui s'est opéré au cours du dernier demi-siècle. Une inversion des valeurs s'est produite. Là où, sous des modalités certes différentes, Emmanuel Kant, Henry David Thoreau, Frederick Douglass, Frantz Fanon, Jean-Paul Sartre, Jean Améry considéraient légitimes les violences commises par l'opprimé contre son oppresseur et voyaient dans sa volonté de se libérer de ses chaînes une affirmation d'une humanité partagée, la lutte du colonisé est désormais disqualifiée et sa résistance appelée terrorisme, tandis que la politique du colonisateur est acceptée et sa brutalité justifiée. La femme ou l'homme ayant blessé ou tué avec une paire de ciseaux ou un couteau de cuisine un soldat d'une armée d'occupation qui commet chaque jour des exactions contre la population qu'elle colonise est un terroriste. L'armée d'occupation qui massacre indistinctement des dizaines de milliers de femmes et d'hommes dans le territoire qu'elle a envahi, générant dans la population civile un climat de terreur, exerce simplement son droit à se défendre contre celles et ceux qu'elle colonise. La violence du colonisé n'a plus la légitimité qu'on lui accordait naguère parce qu'il se battait au nom d'une cause supérieure pour recouvrer sa liberté et sa dignité. À l'inverse, la violence du colonisateur a retrouvé une légitimité que sa violation du droit international lui avait fait perdre. La raison du plus fort est redevenue la meilleure. Tout se passe comme si le monde avait oublié l'histoire de la catégorie de terrorisme. Car la terreur a d'abord qualifié un phénomène d'État. C'est la politique conduite en France par le gouvernement révolutionnaire de la Convention nationale entre 1793 et 1794, instituant un état d'exception avec suspension des garanties constitutionnelles pour faire face aux dangers imminents tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays. Le terme était d'ailleurs revendiqué par Robespierre, qui en faisait une émanation de la vertu. Et le mot terreur a continué d'être utilisé pour parler des pratiques des régimes totalitaires du XXe siècle. Mais le mot terrorisme a progressivement été différencié de terreur, celle-ci étant réservée à la caractérisation des politiques d'État, au demeurant de moins en moins souvent, tandis que celui-là n'évoque plus désormais que des pratiques et des groupes non étatiques, et même s'opposant à l'État par des actions violentes. Son emploi s'étant considérablement développé, des attaques de l'IRA, l'armée révolutionnaire irlandaise, au Royaume-Uni, et de l'ETA, Euskadi Askatasuna en Espagne, aux attentats des organisations palestiniennes en Israël, avec après le 11 septembre 2001, la mondialisation du djihad sur au moins 4 continents. Pour l'historien du Collège de France, Henri Laurence, ce qui différencie ces deux formes de violence, terreur et terrorisme, destinées toutes deux à instiller la peur, c'est d'une part le nombre de victimes, le terrorisme non étatique tuant beaucoup moins que la terreur d'État, notamment lorsqu'elle se réclame du contre-terrorisme, et d'autre part le rapport au public, le terrorisme non étatique se servant généralement de ces actes comme un moyen de communiquer sur une situation d'oppression, alors que la terreur d'État cherche au contraire à dissimuler ses pratiques pour éviter les condamnations internationales ou à les légitimer au contraire comme relevant du contre-terrorisme. Pour autant, il importe de souligner qu'en l'absence de définition juridique à la fois précise et reconnue, la qualification de terrorisme demeure labile et contestée. Elle peut changer au cours du temps et elle fait rarement l'unanimité des acteurs. On sait que le Sud-Africain Nelson Mandela, l'Israélien Menahem Begin, le Palestinien Yasser Arafat ont été considérés en leur temps comme des terroristes par certains et comme des héros nationaux par d'autres.
avant de devenir des chefs d'État et de recevoir, dans les 3 cas, le prix Nobel de la paix. Aujourd'hui, le Hamas est une organisation terroriste pour les États-Unis et l'Union européenne, mais un mouvement politique pour les Nations unies et l'Agence France-Presse, et ceci sans préjuger de la réprobation dont leurs pratiques peuvent faire l'objet. Si, comme l'écrit Henri Laurence, en tant qu'instrument, le terrorisme est défini comme une arme du faible contre le fort, il faut aussi ajouter qu'en tant qu'attribut, il sert aujourd'hui à délégitimer la lutte du faible et à éluder la violence du fort. Les différentes théories du refus de la violence que j'ai déclinées, de Thoreau à Gandhi et King, avec leurs possibles exceptions pour les esclaves et les colonisés, de Thoreau encore à Fanon et Amery, ont une traduction empirique dans les faits, de la marche du sel à la campagne de Birmingham, de l'insurrection de John Brown à la décolonisation d'Algérie. Parallèlement à leur découverte tardive de la violence, les sciences sociales se sont elles aussi récemment intéressées également aux tensions concrètes entre violence et non-violence. Traditionnellement, on distingue en effet 2 modalités du refus de la violence qu'on réfère, comme le rappelle la philosophe de l'université de Brown, Bonnie Honing, à 2 personnages de la littérature, l'Antigone de Sophocle et le Bartleby de Herman Melville. La première est une jeune femme révoltée qui se dresse contre le décret punissant d'absence de sépulture les ennemis de la cité et qui décide néanmoins de pratiquer pour son frère rebelle les rites funéraires interdits. Le second est un clerc de notaire appliqué et taciturne qui se met à décliner toutes les requêtes de son employeur sans en donner de raison, se contentant de dire qu'il préfère ne pas y répondre. Protestation explicite et spectaculaire d'un côté, résistance silencieuse et discrète de l'autre, toutes 2 se concluant tragiquement par la mort, Antigone Antigone condamnée à l'emprisonnement choisissant de se pendre, et Bartleby se laissant mourir d'inanition dans sa cellule. Ces 2 modalités, on les retrouve dans l'enquête conduite par l'anthropologue israélienne Erika Weiss de l'Université de Tel Aviv sur les objecteurs de conscience en Israël. Elle demande, on pense habituellement que refuser, c'est dire non, mais est-il possible de ne rien dire du tout ou bien de détourner le regard? Alors que le refus de servir dans l'armée israélienne pour protester contre les opérations dans les territoires palestiniens occupés est généralement associé à la figure du refusnik, qui rend publique sa décision, Erika Weiss constate que bien plus nombreux sont celles et ceux qui échappent ou s'efforcent d'échapper au service militaire, sans pourtant donner d'écho à leur choix. Elle oppose ainsi une résistance qui demeure minoritaire et une abstention qui s'avère majoritaire, chacune ayant une signification politique distincte. Défiance à l'égard de l'État dans le premier cas, passivité calculée dans le second. La résistance peut exercer une certaine influence sur l'état de l'opinion, y compris internationale, alors que l'abstention, elle, demeure invisible, bénéficiant ainsi d'une meilleure tolérance étatique. Car s'opposer publiquement à la conscription donne lieu, de la part des autorités militaires, à des sanctions qui sont généralement de longues peines de prison, mais aussi à des stratégies qui visent à discréditer la démarche par l'exploration de l'histoire de la personne, en quête d'un éventuel délit, d'une possible maladie ou de toute autre raison, telle l'orientation sexuelle ou l'appartenance à une minorité, permettant de mettre en cause la réelle motivation éthique de la décision. Une publicité est alors donnée à cette stigmatisation par les médias dominants. À l'inverse, ne pas répondre à la convocation en attendant un éventuel rappel ou présenter des certificats médicaux plus ou moins crédibles donne souvent lieu à une certaine clémence de l'armée. On peut cependant douter de la conclusion qu'en tire Erika Weiss, qui voit dans l'abstention une manifestation plus radicale, dit-elle, que ne l'est la résistance, dans la mesure où faire le mort évite d'entrer dans le jeu dangereux de l'État, alors que protester revient, selon elle, à une identification involontaire à son projet. Depuis le 8 octobre 2023, refuser de servir et le revendiquer publiquement expose non seulement à des peines d'emprisonnement, mais également à un ostracisme, aussi bien de la part de la société israélienne,
en général que de la part de ses proches. Malgré ces risques d'isolement, des milliers de réservistes, notamment dans l'aviation, ont signé en avril 2025 des pétitions annonçant qu'ils ne veulent pas participer ou continuer à participer au massacre d'innocents palestiniens. Si la valeur d'un geste se mesure au prix à payer par celles et ceux qui le font, celui des objecteurs de conscience qui l'expriment ouvertement et en expliquent les raisons à une société qui soutient massivement la guerre menée contre la population de Gaza est assurément radical. Mais au regard de ces contestations de la guerre au sein de l'armée israélienne, il y a une autre forme de refus de la violence, cette fois du côté de ses victimes. Elle n'est pas et ne peut pas être symétrique, car les uns ont la possibilité d'user de la force quand les autres n'ont pas d'alternative à la subir. Refuser la violence ne consiste donc pas à l'empêcher, car les Palestiniens n'ont pas le pouvoir de mettre fin aux lâchers de bombes, aux attaques de drones, aux tirs de snipers, aux arrestations, aux emprisonnements arbitraires, aux utilisations d'adolescents et d'adultes comme boucliers humains par les militaires. Refuser la violence, ce peut être de trouver le moyen de distraire ses enfants quand le vrombissement des avions et la détonation des explosions se font entendre sans cesse, tout proche, terrifiant. Le journaliste palestinien Rami Abou-Jamous, qui a tenu une chronique de la guerre publiée dans Orient 21, explique comment il dit à son fils de 3 ans que les déflagrations sont celles d'un feu d'artifice, dont ils accueillent chaque grondement avec les applaudissements, se demandant pourtant s'il est vraiment dupe de ce petit théâtre. Refuser la violence, ce peut être s'attacher à des détails de la vie quotidienne en conservant la distance d'un humour tendre dans la désolation des abris de fortune. L'écrivaine Reem Hamdonna, qui vit avec sa famille dans une usine désaffectée, raconte dans un article de la publication en ligne Electronic Intifada comment, avec l'interruption de l'approvisionnement en électricité, les souris et les rats ont envahi leur refuge précaire, déchirant le sac de farine, souillant leurs rares aliments, mordant les jeunes enfants, et comment son père y a remédié en adoptant une chatte appelée Lucie, qui s'est mise à chasser les rongeurs, devenant une créature familière à la présence réconfortante. Refuser la violence, c'est aussi la nommer, en décrire les effets sur les corps, en exposer les conséquences sur les vies. Le poète Mahmoud al-Shaher revit dans un texte publié sur le site Arablit la nuit du 10 septembre 2024 lorsqu'il a dû quitter son appartement avec sa femme et sa fille après un bombardement au cours duquel il a été blessé. Il écrit « Nous nous sommes couchés tous les trois, Adil, Naï et moi, à 22h, indemnes. Nous avons dormi jusqu'à environ 1h du matin, la première explosion a retenti, puis la deuxième, les fenêtres ont volé en éclats, les portes se sont ouvertes en grand, et j'ai protégé Naïd avec mon corps, tandis qu'Adil nous enveloppait tous les deux. Les 4e, 5e et 6e frappes ont suivi. J'ai vérifié que Naïd allait bien, je sentais la chaleur du sang sur mon corps. Nous avons attendu. Adil a dit « Je suis encore en vie ». J'ai répondu « Moi aussi ». La poussière remplissait l'air. Naïd était indemne et je saignais. Adil a répondu « Je ne sens plus mon corps ». Nous avons décidé de partir. Autant de tactiques de refus de la violence en la trompant ou en la nommant. Mais d'une manière générale, la violence des États fait presque toujours plus facilement l'objet de justifications, qu'elle se manifeste contre des ennemis de l'intérieur ou de l'extérieur, que la violence des groupes dominés contre l'État qui les domine. C'est ce que montre l'anthropologue et réalisateur d'origine turque de l'université de Princeton, Onur Günay, qui interroge de qui la violence est-elle considérée comme telle, ou encore qui définit ce qui est violent et ce qui ne l'est pas. Il constate en effet qu'en Turquie, lorsqu'il est question de violence, ce n'est jamais l'État qui est mis en cause, mais l'autre, représenté jadis par les Arméniens, naguère par les Grecs et désormais par les Kurdes, ces groupes ayant été les victimes respectivement d'un génocide, de déportation et de massacre. La distinction que j'ai jusqu'à présent adoptée, en suivant en cela les auteurs qui ont pensé les relations entre violence et non-violence, distinction qui oppose opprimé et oppresseur, colonisé et colonisateur, dominant-dominé, mérite probablement d'être complexifiée, comme y invite l'anthropologue britannique d'origine indienne de l'université d'Oxford, Al-Pasha, au terme de la longue enquête qu'elle a menée dans les forêts de l'Inde, du centre de l'Inde, parmi les insurgés maoïstes connus sous le nom de Naxalites et les populations aborigènes
appelées Adivasis. Ces dernières ont été dépossédées de grandes parties de leur territoire depuis la période coloniale et souffrent aujourd'hui de la dégradation de leur environnement et d'une déréliction des services publics. L'anthropologue rapporte les mots de l'un des rebelles: « Notre violence n'est pas indiscriminée ou anarchique. Nous ne cautionnons pas le terrorisme. » Leur action, explique-t-il, vise les grands propriétaires fonciers qui ont spolié les paysans et les forces de sécurité qui les répriment, mais en aucun cas les petits fonctionnaires et les populations civiles. S'ils s'en prennent aux élites économiques et politiques ainsi que à leur police et à leur armée, c'est en réponse, écrit-il, dit-il, à la violence quotidienne qu'ils font subir aux pauvres. Et Al-Pacha de confirmer qu'en effet, un paysan se donne la mort toutes les demi-heures à cause des dettes qu'il ne peut rembourser. Un enfant de moins de 5 ans meurt toutes les 15 secondes faute de nourriture et de soins, et les membres des populations aborigènes se font tuer en essayant de protéger leurs maigres biens, tandis que les riches ne cessent de s'enrichir. Il est facile de se focaliser, écrit-elle, sur les opérations de guérilla et d'oublier la violence structurelle, une violence intrinsèque et endémique qui empêchait les gens de satisfaire leurs besoins les plus élémentaires. Mais pour autant, ajoute-t-elle, la situation locale ne se résume pas à une lutte des opprimés contre leurs oppresseurs. Car comme elle le découvre un soir, parmi les Adivasis, certains, donc les populations locales, certains ont été recrutés pour rejoindre les forces de l'ordre qui luttent contre les Naxalites, avec pour conséquence que ces derniers sont alors amenés à tuer des membres des populations aborigènes qu'ils sont en fait censés défendre. Mais cette segmentation des opprimés par les oppresseurs n'est-elle pas un phénomène général dans les situations de conflits asymétriques? Qu'il s'agisse des alliances nouées par les colonisateurs français et britanniques avec les chefs coutumiers en Afrique, ou des rivalités entre organisations politiques palestiniennes attisées par l'État israélien, ou même de la mise en concurrence à des fins électoralistes des migrants et des nationaux des classes populaires par les partis de droite et d'extrême droite d'Europe et d'Amérique. Diviser pour régner est une stratégie des dominants lorsqu'ils sont confrontés à la résistance des dominés. Il est cependant possible d'aller plus loin dans la critique d'un modèle dualiste opposant deux mondes sociaux en termes d'oppression ou de colonisation, avec en contrepoint la résistance des faibles contre les forts. Il ne s'agit plus seulement de montrer qu'au sein de chacun de ces mondes sociaux, des différences ou des inégalités existent, notamment parmi les opprimés et les colonisés. Il s'agit de refuser le cadre épistémologique et politique tel qu'il est imposé dans le paradigme dominant, c'est-à-dire la manière dont on appréhende le monde et la manière dont on peut le changer. Appliquée à la question de la violence, cette nouvelle approche du refus consiste au moins à refuser la violence, comme le font les non-violents, qu'à refuser la façon dont elle est conçue et même critiquée pour la reformuler dans les termes des dominés. C'est en effet dans les courants de pensée radicales indigènes, noires ou palestiniennes que ce qu'on appelle la politique du refus s'est développée. Une prémisse rarement citée comme telle est à rechercher dans les textes de la philosophe états-unienne Audre Lorde, qui se présentait comme, je la cite, « femme noire, lesbienne, féministe, socialiste, mère, guerrière et poétesse ». Dans un discours connu, prononcé en 1979, elle dit « Celles d'entre nous qui se trouvent en dehors du cercle des femmes acceptables, selon les critères de cette société, celles d'entre nous qui ont été forgées dans le creuset de la différence, savent que la survie n'est pas une compétence académique. C'est apprendre à tirer parti de nos différences pour en faire des forces. Car, et la formule est très célèbre, les outils du maître ne démoliront jamais la maison du maître. Ils peuvent nous permettre temporairement de le battre à son propre jeu, mais ils ne nous permettront jamais d'apporter un véritable changement. C'est toutefois dans les années 2010, donc bien plus tard, que ce qu'on a appelé la politique du refus est apparu comme un nouveau paradigme dans les sciences sociales. L'ouvrage pionnier en est Mohawk Interruptus de l'anthropologue états-unienne Audra Simpson, qui est elle-même membre de la nation Mohawk, l'un des groupes iroquois vivant de part et d'autre de la frontière sud-est du Canada. Évoquant le refus de passeport canadien par les Mohawks, qui considèrent qu'étant les premiers habitants de leur territoire,
leur forme politique précède la conquête et y survit, l'autrice se demande « Que signifie de refuser un passeport, ce que d'aucuns considèrent comme un don ou un droit, garantissant liberté de mouvement et de résidence ?» Ce refus est en fait un rejet de la manière dont les membres de la communauté se sont vus traités par l'État canadien depuis l'Indian Act, ou loi sur les Indiens, de 1876, qui définit qui est indien, une femme indienne qui épouse un homme non indien perdant son identité comme ses descendants, qui institue les réserves et les droits de propriété afférents, qui établit les règles régissant les bandes en termes d'organisation sociale et politique. Malgré les efforts pour en effacer au fil du temps les aspérités les plus problématiques, cette législation demeure non seulement patriarcale et discriminatoire, mais aussi illégitime en ce qu'elle nie la souveraineté des Premières Nations. Au-delà de cette dimension juridique, continue-t-elle, il y a aussi le savoir sur ces peuples autochtones tel qu'il a été façonné, notamment par les anthropologues, dont les analyses anhistoriques et dépolitisées ont méconnu le fait majeur qu'a constitué et que représente encore le caractère prédateur de la colonisation de peuplement qui s'est accompagnée d'une spoliation des terres indigènes. Double refus donc de la politique de reconnaissance mise en œuvre par les autorités canadiennes récemment et de la politique de connaissance produite par le discours savant, notamment anthropologique. C'est pourquoi Audra Simpson plaide pour que soit possible une double souveraineté, les Mohawks devant avoir à la fois le passeport de leur nation et le passeport de leur pays, et pour que soit admise la persistance des effets délétères des pratiques coloniales aujourd'hui. S'est-on éloigné de la question de la violence? Certainement pas. Car ce qui est en jeu, c'est une violence épistémique, telle que conçue par la spécialiste indienne de théorie littéraire Gayatri Chakravorty Spivak dans son célèbre article de 1988 « Can the subaltern speak » Est-ce que le subalterne peut parler? Elle y évoque, je la cite, « le projet mis en œuvre à distance, ambitieux et hétérogène pour constituer le sujet colonial comme autre, qui est aussi une oblitération asymétrique de la trace dans cet autre de sa subjectivation précaire. » Il y a donc là une violence consistant à s'arroger le droit de dire qui est l'autre et en même temps de le réduire au silence. Cette lecture, on la retrouve dans une série de travaux d'autrices et d'auteurs palestiniens aujourd'hui. Ainsi, l'historienne Rana Barakat propose-t-elle de dépasser les analyses en termes de settler colonialism, colonisation de peuplement, telles que réalisées à la suite de l'étude pionnière du Palestinien Fayez Sayegh en 1965. Non qu'elle récuse la critique adressée au sionisme qui, d'une part, affirme une autochtonie en Palestine que contestent depuis longtemps les travaux d'historiens israéliens, et d'autre part, en revendique le territoire en expulsant les Palestiniens qui l'occupent depuis de nombreuses générations. Mais elle montre que cette approche, aussi importante soit-elle, est souvent développée par des chercheurs extérieurs qui, de fait, adoptent, certes pour les critiquer, la perspective du sionisme et le récit des colons. Or, selon Rana Barakat, qui établit un parallèle avec la manière dont les études indigénistes en Amérique du Nord ont refusé de se laisser enfermer dans la politique de colonisation de peuplement, comme je viens de vous le rappeler, il est crucial de mieux faire droit au point de vue palestinien et aux recherches palestiniennes sur l'expérience de celles et ceux qui subissent cette politique, tout en refusant que leur existence et leur imaginaire en soient entièrement prisonniers. Ils ont, ces Palestiniens et ces Palestiniennes, une vie en dehors et au-delà de l'oppression dont ils sont victimes. Ce sont donc les voix des femmes et des hommes de Palestine qu'il s'agit de faire entendre. Ce déplacement du regard, destiné à reconnaître ce qu'ils vivent et comment ils le vivent, est l'appel d'une formule qui joue de l'homophonie en anglais des verbes écrire et réparer. Writing, Palestine Studies. Refuser donc la violence qui consiste à ne pas être reconnu dans ses propres termes. Tel est le projet de l'anthropologue et réalisatrice britannique Diana Allen, qui a constitué une vaste base de données intitulée «
archive de l'histoire orale palestinienne dans laquelle des survivantes et des survivants de la Nakba racontent ce qu'elle a été, ressource cruciale au moment où l'armée israélienne détruit ou pille les documents encore conservés dans les territoires palestiniens occupés. Tel est le propos de l'essai exalté du poète et journaliste palestinien Mohamed El-Kurd sur la manière dont le monde a ignoré la souffrance des habitants de Gaza, dont le langage a participé de leur déshumanisation, dont les grands médias les ont représentés comme terroristes ou comme victimes, se sont contentés de citer des chiffres de décès sans mentionner les causes et ont censuré ou policé l'expression publique de leurs paroles. Tel est encore le sens de la bouleversante méditation de l'écrivain palestinien Nasser Abou Srour, condamné à une peine de réclusion à perpétuité parce qu'il aurait été complice de l'assassinat d'un agent de renseignement de l'armée d'occupation, enfermé déjà depuis 28 ans dans les geôles israéliennes, dont il a connu les rigueurs de la mise à l'isolement, et qui a décidé, pour rendre vivable son existence captive, sans l'espoir de sortir un jour, renonçant même à la relation amoureuse qu'il avait nouée avec son avocate, d'affirmer ainsi sa liberté malgré son confinement, en faisant du mur de sa cellule son compagnon fidèle et son interlocuteur exclusif, transfiguration qu'il dit dans un livre profond et ironique, secrètement exfiltré par fragments hors de la prison, originellement intitulé « L'histoire d'un mur » et traduit en français sous le titre « Je suis ma liberté, ultime refus de la violence coloniale ». En conclusion, refuser la violence n'est donc pas un projet unique ou univoque. Ce peut être en se laissant frapper ou tuer sans réagir face aux polices ou aux armées du pouvoir, à la manière d'un prosélyte du Mahatma Gandhi ou de Martin Luther King Jr., ou au contraire en s'en prenant aux agents de l'oppression pour recouvrer sa liberté et sa dignité comme le prônent Frederick Douglass et Frantz Fanon. Ce peut être pour ceux qui se trouvent du côté des dominants de contester leur conscription pour ne pas participer à une entreprise mortifère, tels les objecteurs de conscience israéliens, et pour ceux qui se situent du côté des dominés, de se soustraire par l'imagination à la terreur imposée par l'ennemi, tels les civils palestiniens sous les bombes. Et ce peut être encore récuser la division de l'espace moral qui conduit à fermer les yeux sur la brutalité des gouvernements et à blâmer les victimes qui se révoltent contre leur répression dans le cas des autonomistes kurdes, ou répudier les versions autorisées du récit des vainqueurs qui effacent la version des vaincus dans le cas des autochtones canadiens. Il y a ainsi plusieurs demeures dans la maison de la non-violence. C'est par une réflexion autour d'une épistémologie de l'ignorance, avec une interrogation sur les raisons pour lesquelles l'anthropologie et la sociologie avaient pu, pendant le premier siècle de leur histoire, négliger l'étude de la violence, que ce cours s'est ouvert. C'est par une discussion autour de la violence épistémique qui, là où se manifestent des rapports de pouvoir, tente à faire prévaloir la vision des dominants et réduire au silence la voix des dominés, qu'il se referme. Un parcours se dessine, c'est un parcours de responsabilité pour les sciences sociales et pour les citoyens du monde, parcours qui m'a conduit à explorer la violence à travers l'étymologie, la philologie, dans ses généalogies et ses théories, sans pourtant éluder les douloureuses questions morales et les complexes enjeux politiques qui définissent une anthropologie du présent. Merci.